Voilà, Adva Grandman est avec nous, son associée Virginie Terrier, que je connais personnellement, donc plus facile de retenir le nom. Et ce soir, on va parler fertilité. Mais avant de parler fertilité, on va parler de vous. Avec plaisir. Donc Virginie, on s'est connus via la nutrition. Exact. Raconte un peu ton parcours. Alors mon parcours, c'est qu'en fait, basiquement, j'ai fait des études de diététicienne. Ouais. Et ça m'a pas trop plu. Un peu, je crois qu'on a un vécu un peu pareil de la consultation de la médecine, où moi je suis arrivée dans mon métier et puis je me suis rendu compte que c'était pas adapté à ce que je voulais offrir en fait aux patients. Donc j'ai creusé, je suis allée plus loin, je me suis formée en micronutrition, en phytothérapie, en biologie nutritionnelle. Et puis en fait, pendant cette année, j'ai dirigé le premier centre de micronutrition en Suisse que tu connais, qui est Physium. Ouais. Et puis, j'ai vu beaucoup de patients. Ça fait 15 ans maintenant que je fais des consultations en nutrition, en micronutrition. J'ai vu vraiment beaucoup de monde. Et dans les patients, il y a vraiment toujours ces histoires de fertilité qui me touchaient. Et puis, je me sentais vraiment sensible à cette injustice qu'est l'infertilité. Et puis, d'autant plus que je trouve que dans notre métier, on a des pistes qui sont quand même très intéressantes, qui ne sont pas suffisamment exploitées. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années maintenant, il y a 1 an et demi à peu près, 2 ans presque, je me suis lancée dans le challenge de régler une partie de l'infertilité, en tout cas d'amener un petit peu ma touche sur tout ce domaine de la fertilité que je trouve absolument passionnant, et aussi parce que j'aime les problématiques complexes. Et je trouve que dans le cadre de la fertilité, on est dans une problématique hyper complexe, qui est très sensible et qui est, à mon sens, pas toujours très bien gérée. Pas forcément sur le plan médical, mais sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup de couples qui sont un peu laissés à l'abandon, quoi, sur le plan nutritionnel, émotionnel. Et c'est un sujet qui est très difficile à vivre, quoi. Clairement, déjà, tu sais, d'habitude, aujourd'hui, les problèmes médicaux sont de plus en plus complexes, mais tu as un patient. Alors que là, tu dois traiter 2 patients en même temps, essayer de comprendre d'où ça vient, donc ça double la difficulté, j'imagine. C'est bien que tu dises ça en tant qu'homme, parce qu'en fait, je crois que toi, tu en as conscience, et ça, c'est génial. Et par contre, que je suis un homme exceptionnel. Parce que tu es un homme exceptionnel, ça, on n'en doute pas, Pablo, vraiment. Mais aussi parce que, voilà, je pense que tu t'es renseigné sur la question et tu as conscience de ça. Mais ce que tu dois savoir quand même, c'est que la plupart des hommes qui arrivent dans nos consultations ont l'impression d'être là un peu en touriste, quoi, entre guillemets, ou en soutien, mais comprennent pas forcément leur rôle. Certains le comprennent, et ça, c'est génial. Moi, j'adore et je les encourage tellement à le faire. Mais il y a beaucoup d'hommes qui saisissent pas l'importance de leur santé, de leur nutrition pour la fertilité. J'avais un pote qui avait d'ailleurs, je vais dire son nom. Non. J'avais un pote qui avait des sacrés problèmes sexuels, on va dire, de type performance. Et en fait, un jour, il a fait une cure. Il s'est mis à changer son alimentation. Et il m'a dit, mais mec, en fait, c'était ça, quoi. Et il est devenu... repeupler toute la planète. Non, mais faut pas associer fertilité et impuissance. C'est ça, justement, le problème. Oui. Souvent, les hommes, ils ont l'impression que s'ils sont infertiles, ils sont impuissants. Et faut pas... Voilà. On peut être super... Si on est impuissant, c'est difficile d'être fertile, non, quand même. C'est vrai. Pas faux. Non, je sais pas. Alors moi, je me suis une fois suffit. Au bon moment, si tu veux. Si tu connais la bonne fenêtre, statistique, voilà. mais évidemment que ça limite. La libido, c'est la même chose, parce que aussi, ça, c'est une des problématiques de la fertilité, c'est que finalement, quand tu vois, dans ton couple, et le moment où tu te dis, tiens, on va faire un enfant, ok, l'enjeu est très joyeux, donc au début, tu es très motivé, et puis finalement, tu calcules pas forcément tout est assez spontané, et si ça marche tout de suite, c'est parfait. Puis en fait, si ça marche pas tout de suite, si ça fait déjà 6 mois que tu essayes, ou 9 mois, ou 12 mois, là, tu commences à programmer tes rapports, tu perds tout ton romantisme, toute ta spontanéité, et souvent, on a aussi un effondrement de la libido à ce moment-là dans le couple. Et ça c'est dur, donc... c'est ce que j'ai remarqué en tant que généraliste, souvent. Il y a quand tu es généraliste, tu vois des choses, tu vois globalement, je caricature, mais tu vois des gens
des femmes qui tombent enceintes alors qu'elles ne voulaient pas, et puis des femmes qui veulent absolument tomber enceintes et qui ne tombent pas enceintes parce que probablement... Et puis tu vois, en plus, la dynamique du couple où ils se prennent la tête énormément sur ça, où tu te dis déjà, ils ont l'air mal barrés. Ça m'est arrivé plein de fois de dire à des couples, euh, arrêtez de vous prendre la tête, ça va finir par, ça va finir par arriver. Vous vous êtes connus comment? Ça fait longtemps que vous vous connaissez ou juste pour monter votre boîte, vous vous êtes Pas si connus? longtemps, Ouais. Non, pas si longtemps. un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et 3-4 mois. En fait, on se connaissait sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, quand j'ai Instagram. monté voilà, mon compte Instagram personnel, on se suivait avec Adva, puis on échangeait de temps en temps. Et c'est vrai que Adva avait dans l'idée de monter des programmes pour aider justement les couples en situation d'infertilité et des programmes axés sur le mode de vie. Et moi, j'avais cette idée-là aussi. J'étais déjà en train de tester en fait les programmes sur des couples d'amis. Et puis finalement, qui sont par ailleurs, qui sont tous parents maintenant ou enceintes. Donc c'est assez chouette pour la petite histoire. Et puis c'est vrai que on a bien accroché en fait avec Adva sur les réseaux sociaux. Je pense elle avait une façon de communiquer que j'aimais bien. J'avais une façon de communiquer qu'elle aimait bien. Et puis je crois qu'en fait on avait vraiment un objectif commun. Adva, elle a eu un parcours d'infertilité. Et c'est vrai que c'est ce qui lui donnait cette force pour avancer dans ce projet-là. Et moi, en fait, j'ai pas eu de parcours d'infertilité. Et du coup, je me sentais pas tout à fait non plus légitime d'aller parler à des couples d'infertilité, alors que, évidemment, cette thématique me touche et m'intéresse très profondément sur le plan physiologique. Mais par contre, je l'ai pas vécu sur le plan émotionnel. Et du coup, pour moi, il y avait vraiment un problème de légitimité, de me dire, mais aujourd'hui, voilà, je me vois difficilement aller intéresser des couples en situation d'infertilité, alors que moi-même, j'ai pas du tout été dans cette situation. Tu avais peur de passer pour ces filles, tu sais, ces filles naturellement minces, qui dans les dîners disent « Ah mais moi je comprends pas, je mange ce que je veux, je grossis pas » et tout, tu sais, devant des gens, tout le monde soit là, mais quelle connasse celle-là. Mais c'est un peu ça, ou pour la donneuse de leçons en fait, et c'est pas du tout une place que j'aime avoir, et je voulais pas que ce soit vu comme ça, parce que l'idée en fait c'était d'être dans l'accompagnement. Mais c'est difficile aussi de faire comprendre que voilà, j'aime particulièrement travailler sur cette thématique me touche. Tu sais, quand tu as un couple qui vient te revoir et qui te dit « Ah ben ça fait, je sais pas, très récemment, on a un couple, ça faisait 7 ans qu'ils étaient en parcours de PMA, qui n'avait jamais eu un seul test positif, et elle nous a envoyé un mail, et le titre de son mail, c'était « Il n'y a pas de mots ». Et tu vois, rien que ce truc-là, j'ai compris qu'elle était enceinte. Et évidemment, elle nous expliquait qu'après 7 années où elle n'avait pas eu un test positif, elle a fait nos programmes, et puis elle était enceinte. Et tu sais, quand tu reçois des choses comme ça, mais en fait, moi, ça me remplit. Et c'était ça, la motivation de fond. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc aujourd'hui, toutes les personnes qui agissent dans le domaine de l'infertilité, sur l'accompagnement, sont des personnes qui ont elles-mêmes vécu cette injustice. Et c'est un peu bizarre d'avoir le cheveu sur la soupe là, qui arrive de la personne qui a pas vécu ça. Mais ouais, je pense que ça t'empêche pas d'avoir les clés. Et c'est pour ça que cette association, finalement, elle était pertinente. Et puis aujourd'hui, dans Fertiline, on a chacune notre rôle et puis notre place. Et puis on s'entend bien. Et puis voilà, quoi, c'est assez cool. Franchement, ça a été une bonne collaboration. Et puis on est toutes contentes. On boit un verre à chaque fois qu'on a une grossesse. On va finir alcoolique d'ailleurs à cause de ça. Parce qu'il y en a de plus en plus. Donc du coup... on va se calmer maintenant, on va boire un verre, une grossesse sur 3 peut-être, ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais non, mais c'est... Un verre de vin rouge. Un verre de vin rouge, évidemment. Mais c'est sympa, le projet est sympa du début à la fin, et puis on a rencontré que des gens passionnants, excellents, qui nous ont toujours fait un très bon accueil. Vous rentrez dans l'intimité un peu des gens que vous conseillez? Vous devenez un peu leurs amis, non? Ou leurs confidentes? Alors, on échange beaucoup quand même par email. C'est des programmes qui sont en ligne. Faut quand même le spécifier, donc on voit pas forcément les gens. On échange beaucoup d'emails avec ces personnes. Donc oui, on a des informations assez intimes parce qu'elles peuvent nous confier justement des problèmes de rapport, de libido, ou de mycose, de candidat, voilà, c'est des choses très personnelles. Et puis ensuite, elles nous confient le résultat, donc la grossesse, souvent assez rapidement. Plus rapidement qu'à des amis finalement, parce que les amis, on va pas forcément leur dire qu'on est enceinte avant. On est un peu les premiers à savoir qu'elles sont enceintes, quoi. Je crois que le niveau de confiance quand même aujourd'hui que nos utilisateurs mettent en nous est juste énorme, parce que finalement
Ils nous ont jamais vus. En réalité, on s'est jamais retrouvés en face d'eux. Et d'ailleurs, c'est curieux. Moi, je connais tout le parcours, toute la vie de certaines personnes. Je suis très admirative de certains parcours et très triste aussi de ce que vivent certaines personnes. Mais en fait, ces gens-là, je les connais par cœur. Et je les ai jamais vus. Tu vois, il y a une incohérence qui est un peu curieuse, mais ça fait partie aussi, je trouve, de ce nouveau monde où tu développes parfois des relations très fortes avec des personnes. Et parfois, vraiment, on développe des relations fortes et on les a jamais vues et peut-être qu'on les verra jamais, en fait. C'est assez curieux. On reçoit des photos, on reçoit des photos des naissances. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se met en place, mais c'est pas un vrai lien. Ouais. C'est curieux, tu vois, c'est comme une relation, je sais pas, une relation à distance pendant des années et des années. Ce serait peut-être même que si on les voyait, ça se passerait pas comme on l'imagine. Je sais pas, effectivement, c'est bizarre. Alors, Fertiline, c'est leur site internet et leur entreprise. Moi, j'avais fait le test. Donc, il y a un test, on rentre, homme ou femme. Et puis, il y a tout un petit test avec... c'est une intelligence artificielle qui gère ça ? Ouais, voilà. Exactement. Il y a une petite IA et puis on répond à des questions. Et puis, en fait, après, on a un profil qui nous montre un petit peu sur quoi il faut travailler. Moi, c'était sur la testostérone. J'étais un peu vexé. Mais tout le reste était bon. J'étais hyper fit, évidemment. Mais ouais, manque de testo, apparemment. Bon, des signes. En fait, nous, on n'est pas là pour poser un diagnostic. Et ça, il faut le comprendre. Même si on travaille avec des médecins, même si l'intelligence artificielle, elle est créée et formatée avec des médecins, en aucun cas, sur une intelligence artificielle, on va poser un diagnostic. Nous, on va donner des orientations de style de vie, d'attitude, de mode de vie. Et personnellement, je pense que la base est là. Et enfin, toi, tu es médecin, mais tu n'es pas un médecin conventionnel. Tu as aussi beaucoup de convictions dans le mode de vie, en fait, et dans l'impact du mode de vie sur la santé. Et donc, en fait, pour nous, l'idée, dans les programmes, c'est de repérer quels sont les gros leviers au niveau du mode de vie qui peuvent amener les personnes à leur objectif. C'est ça l'idée. Mais c'est pas de poser un diagnostic. Tu vois, quand on dit d'ailleurs, si tu regardes bien les mots qui sont utilisés, en aucun cas, on te dit tu manques de testostérone. On va plutôt dire, par exemple, tu as des signes qui pourraient nous faire penser que ce serait bien d'augmenter. Je vous explique. J'avais un diagramme. Donc, ça fait un diagramme où vous avez des points de tous les côtés. Puis donc, en gros, si vous êtes bien équilibré, ça va être quoi ? Un hexagone ou un octogone ? C'est ça. Ouais, c'est un octogone. Et puis moi, il y avait une espèce d'encoche comme ça à la testo quand même. Donc, d'ailleurs, vous conseillez quoi à celui qui a une encoche à la testo ? Mais en fait, on va conseiller des attitudes de mode de vie. Tu vois, par exemple, des attitudes sportives, des attitudes en lien avec les perturbateurs endocriniens, en lien avec l'alimentation, d'aliments qui vont être justement un peu plus androgéniques. Pourquoi pas de plantes androgéniques aussi. Après, ça ne veut pas dire, si tu veux, ce questionnaire, il n'est pas là pour dire cite des plantes t'es fertile ou t'es pas androgéniques. fertile. Il est là pour dire, en fait, finalement, si toutes les branches sont pas en haut, il y a des choses qu'on peut optimiser. Si toutes les branches sont en haut, on n'a pas a priori de travail à faire sur la personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'une personne qui a un mode de vie qui est optimal et qui, a priori, ne présente aucune problématique sur ce questionnaire-là, qui est le Fertile Score, qui est un questionnaire gratuit, on ne va pas l'encourager à faire un programme. Ouais. Si elle veut le faire, elle le fait, mais on ne va pas l'encourager à le faire parce que simplement notre rapport, il ne va pas être exceptionnel. Et le but, ce n'est pas de vendre des programmes pour rien. Le but, c'est que les personnes qui utilisent nos programmes soient des personnes pour qui c'est... vas-y, lâche des infos gratuites un peu. C'est quoi les plantes pour la testo ? Les plantes pour la testo, tu as la maca, tu as le ginseng, le tribulus, le mucuna, toutes les plantes en fait qui vont être finalement androgéniques et les plantes qui vont être dopaminergiques. Ouais. Donc ça va être intéressant. Les activités physiques de haute intensité aussi. Et il y a une barre avec 120 kilos là, donc en termes de haute intensité, on est pas mal. Combien tu en fais par jour ? C'est ça la question. Tous les jours, je fais ma petite... Oui, mais c'est rapide ou c'est pas rapide ? C'est rapide, c'est des soulevés de terre, tac, 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 voilà. Voilà, tu vois, donc tu es en train de travailler sur ton terrain. Ouais, ok, je vais racheter du mukuna et du maca. C'est génial, ça avance. Mukuna, faudrait que je refasse le score. Tu peux le refaire quand tu veux. Je sais pas quels sont tes objectifs, mais en fait, on n'est pas toute sa vie dans un objectif de fertilité. Moi, mon objectif est d'être le moins fertile possible, donc c'est pas un problème. J'aimerais en fait que mon octogone se réduise complètement et qu'il n'y ait plus rien dessus. Alors là, on a des conseils aussi, si tu veux. Alors l'année prochaine, si tu veux, on sortira Fertile Off. S'il te plaît, Adva, j'aimerais bien entendre parler, enfin si ça te dérange pas d'en parler, de ton parcours justement, puisque tu as eu ce problème d'infertilité. Oui, alors donc j'ai eu... par quoi commencer ?
Donc moi, j'ai eu une formation qui n'était pas du tout en rapport ni avec la médecine, ni avec la fertilité, bien que j'avais une maman qui était biochimiste, donc j'ai baigné pas mal dedans. J'ai fait HEC, donc très économie. J'ai travaillé 10 ans dans l'horlogerie suisse, dans le marketing et la communication. Et puis, en fait, depuis un moment, depuis toute jeune, mon gynécologue me disait, pour vous, vous avez des ovaires paresseux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des ovaires paresseux? Je trouve ça très drôle d'ailleurs. Je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il faudra les stimuler un petit peu pour qu'ils puissent fonctionner, et ça ira. Et puis, c'est vrai que quand j'ai eu... Stimuler les ovaires, alors on stimuler fait les comment ovaires, pour je stimuler? savais pas, franchement, je savais pas Tu ce que les c'était. masses. Tu les masses? Non, Ouais, non, je c'est pense que c'est des profond. médicaments. Non, je pense que Ouais. c'est des médicaments. Enfin, je sais Ouais. pas. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je Voilà, me suis dit, stimulation ovarienne, oui, ça oui, peut oui. être effectivement un Oui, traitement, en oui, fait, un à un traitement. moment donné. Je me suis dit peut-être qu'il me faudrait un traitement. Je savais pas Hormonal. trop de quoi il s'agissait. J'ai pris aussi sur ses conseils, sur ces très bons mauvais conseils, la pilule pendant très longtemps parce qu'il m'avait convaincu que ça pouvait empêcher d'avoir un cancer de l'ovaire. Je pense que tu peux Oui. corroborer. Non, ouais, Voilà, c'est exactement. plutôt le Donc, contraire. voilà, Enfin, justement. les notions que Donc, j'avais. mais- voilà, exactement. Donc, Ouais. à l'époque, on m'a dit que prendre la pilule très, très longtemps, c'était bien. Donc, je l'ai pris, en fait, très, 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 très longtemps. Sans raison, parfois aussi, ce qui est pas bon. Je vais me faire juste un petit Voilà. bémol pour pas non plus complètement cracher sur ce gynécologue. Ça dépend de la pilule employée. Probablement qu'une pilule progestative pure, ça peut effectivement prévenir. C'était une Ça biphasée. pourrait faire. Ouais, non. Le vieillissement. Biphasée. Ouais. Ovarien. Enfin bref, continue, Voilà. excuse-moi. Pas de souci. C'est juste pour mon pauvre confrère qui se fait. Enfin bon. Voilà, non, mais je pense que c'était un peu les directives de l'époque. Enfin, Ouais. l'époque, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais ça fait quand même 20 ans et quelques. Ouais. Et voilà, maintenant, on change un petit peu. Et puis, donc, donc, à l'âge de 29 ans, je suis allée voir mon gynécologue. Je lui ai dit, voilà, on projette de faire un enfant. Il m'a dit, écoutez, si j'étais vous, j'irais vite parce qu'il ne faudra pas venir pleurer si vous ne tombez pas enceinte. Alors déjà, tu parlais des gynécologues qui ne sont pas toujours très psychologues. J'avoue que j'ai changé de gynécologue. Je n'étais pas prête à avoir un enfant. Je venais de commencer un travail. Ce n'était pas le bon moment. Et puis, j'ai compris, en fait, pourquoi plus tard. C'est que j'avais une réserve ovarienne qui était assez faible. Pour avoir mon premier fils, ça a marché. La réserve ovarienne, pédagogie. Voilà. Alors, ça veut dire une réserve... peut-être que tu vas En pouvoir gros, c'est donner... combien voilà. il te reste d'ovules dans tes ovaires, non? Oui, ou c'est plutôt la disponibilité des ovules, on va dire. Parce que justement, on se pose la question avec Virginie, parce qu'on a des AMH, des réserves ovariennes qui fluctuent. Donc, est-ce que vraiment ça redescend pour ne pas remonter? Parce que quand on dit que c'est la réserve, c'est-à-dire que ça ne peut pas remonter. Sauf qu'on a vu des réserves qui remontaient. Donc, on va dire que c'est des AMH qui remontaient. Donc, ça veut dire que c'est une réserve qui est disponible à un moment donné. AMH, AMH. Hormone antimulaire. Voilà, mais Alors, en fait, il y a différents moyens d'estimer la réserve ovarienne. Et d'ailleurs, on estime cette réserve ovarienne aujourd'hui avec encore assez peu de fiabilité. Ouais. Parce que finalement, l'AMH, qui est l'hormone antimulérienne, c'est un des moyens de l'estimer, mais on sait que cette hormone, elle peut être labile, en fait, comme toutes les hormones. Donc, on peut avoir des variations. On a vu, par exemple, des femmes qui, après des stimulations, ont eu une chute totale de leur AMH. Puis après, on peut voir le phénomène inverse aussi, des AMH remontés. Aujourd'hui, par exemple, dans nos programmes, chez plus de 90% des utilisatrices, on a des AMH qui remontent, qui doublent, qui triplent, parfois qui font même des fois 10. Et on ne comprend pas, en fait, ce phénomène. Aujourd'hui, on est un peu bête devant ce phénomène. La mesure de cette hormone antimulérienne est un indicateur indirect de cette fameuse réserve ovarienne. En fait, c'est plutôt un indicateur de la capacité à mobiliser tes ovocytes quand tu vas faire une stimulation. En fait, elle est mal utilisée justement pour dire quelle est la réserve ovarienne, mais elle est utilisée aussi par les gynécologues pour savoir quelle stimulation donner quand tu vas avoir une stimulation. C'est-à-dire quel degré, quelle va être la réaction. Après, il y a un deuxième test qu'on fait, et c'est là où le gynécologue avait vu qu'il y avait un problème, c'était ce qu'on appelle les follicules anthro, le comptage des follicules en début de cycle, et j'en avais vraiment très très peu. Donc ça, c'est aussi... En fait, souvent, il faut corroborer les deux, c'est-à-dire qu'il faut avoir et un AMH bas et en plus un nombre de follicules anthro qui est bas. On va dire qu'idéalement, il faudrait en avoir à peu près 7-8 par côté. Et moi, j'en avais 2 ou 3 par côté, ce qui était vraiment très peu j'avais
une trentaine d'années. Donc, c'était très bas. Puis il y a le taux de FSH aussi. Oui, le taux de FSH. Alors, ça, Ils voient ça à l'écho transvaginal? Oui, Ouais, ok. exactement. Pour Voilà. les follicules. Voilà, exactement. Et puis, FSH, c'est un test sanguin comme l'AMH. Mm. Et donc, pour notre fils, finalement, je suis tombée enceinte pas trop longtemps après. J'ai eu mon fils, ça s'est bien passé. Pendant ce moment-là aussi, j'ai eu pas mal de soucis avec le travail. Comme beaucoup de femmes, beaucoup de mobbing parce que je suis tombée enceinte, donc voilà. Et suite à ça, j'ai voulu un sujet sensible, d'ailleurs. un sujet sensible, un sujet très intéressant. Un sujet à traiter, Pablo. Voilà. Et du coup, je vais inviter des patrons pour les insulter, c'est ça? Pas de problème. Tu peux. Et je me suis dit, bon, j'ai perdu mon job à la suite de... Ah ouais, carrément. C'était pas exactement directement, mais bon, voilà. On va pas passer trop de temps là-dessus. Et puis, je me suis dit, je vais tout de suite refaire un bébé parce que comme ça, je vais enchaîner, puis je vais pas reprendre un boulot puis avoir le même problème. Et là, j'ai fait un test de AMH, justement, qui avait encore plus descendu, qui était vraiment très faible. Et là, le gynécologue, je pense que, de nouveau, je n'ai pas été forcément très bien conseillée. On m'a dit, il faut passer tout de suite à la FIV pour mobiliser le plus de ovocytes et puis vraiment faire une fécondation in vitro parce qu'avec un AMH si bas, là, vous êtes en ménopause hyper précoce et j'avais 32 ans. Donc, là, donc, on est en Suisse. La FIV n'étant pas remboursée, à l'époque, donc c'était pas remboursé. Les taux de succès étaient très bas, puisqu'il y avait beaucoup de techniques qu'on ne pouvait pas utiliser. J'ai voulu aller à l'étranger. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. On entendait beaucoup parler de l'Espagne. J'étais pas trop pour aller en Espagne, alors pour différentes raisons à l'époque. Maintenant, je travaille aussi avec l'Espagne, donc c'est un pôle de compétences par rapport à la PMA. Donc, PMA, procréation médicalement assistée. Je pense que tu allais me poser la question. Non, mais si tu ne l'avais pas dit, oui, j'aurais précisé. Et là, je crois que vous avez un peu compris le concept, que c'est une émission grand public. Voilà. Donc, procréation médicalement assistée, donc c'est l'aide à la procréation, à la conception. Et puis, je suis aussi allée voir sur les forums anglophones et on citait beaucoup la République tchèque comme un autre pôle de compétences. Et là, j'ai découvert une clinique chez qui j'ai voulu faire, moi, ma FIV, qui me semblait être une clinique de qualité. Enfin, j'ai beaucoup étudié à ce sujet. Donc, on a fait toute la stimulation, tout ça d'une manière assez cachée parce que, encore maintenant, on parle de fertilité un peu plus, mais c'était il y a quand même 7-8 ans et on en parlait encore moins que maintenant. On en a de plus en plus parlé parce que justement, on a changé la loi en Suisse depuis 2016. Mais c'est vrai qu'avant, on n'en parlait quasiment pas. Et puis, donc, on a fait tout ça dans un anonymat le plus complet, sans en parler à notre famille, etc. Donc, ça a été assez difficile à vivre. On a quand même eu un succès, donc une FIV avec des embryons. Donc, est-ce que tu veux que j'explique la FIV? Oui. La FIV. Donc, le processus de FIV, en fait, on va stimuler les ovaires avec des hormones afin d'obtenir plusieurs follicules. Donc, normalement, chaque mois, on a un ovocyte qui grossit. Là, on en a plusieurs qui grossissent. On va les ponctionner sous anesthésie générale. On va ensuite les fertiliser avec les spermatozoïdes qu'on a récoltés au préalable chez le partenaire. Et on va faire une culture qu'on appelle prolongée, normalement jusqu'à J3 ou J5. Et puis à l'époque, donc en République tchèque, on faisait du J5, donc ça veut dire culture à blastocyste. Donc c'est un embryon qui a 5 jours de vie. Et ensuite, on doit les transférer parce qu'un embryon ne peut pas vivre au-delà de 7 jours dehors. Et donc, on a pu obtenir 5 beaux blastocystes. J'ai fait le transfert d'un blastocyste. Ça a marché du premier coup. Tu es super content. Quand on fait une PMA, on sait tout de suite qu'on est enceinte parce qu'on fait un test super rapide. Il faudrait attendre 15 jours, normalement. 10 à 15 jours. Je l'ai fait un peu plus tôt. Et voilà, donc j'étais enceinte. Et puis, 2 mois et demi après, donc vers 11 semaines, j'ai eu un rendez-vous chez mon gynécologue, que j'avais changé déjà 2 fois parce que j'étais jamais satisfaite de la personne qui me suivait. Et là, il m'a annoncé que le bébé était mal formé et qu'il fallait faire une IMG. Donc, j'ai appris le mot de IMG, donc IVG, interruption volontaire de grossesse, IMG, interruption médicale de grossesse. Et donc, il fallait avorter. Voilà, ça a dû se faire. J'ai heureusement pas eu le choix, c'est-à-dire que c'était pas... c'était pas que le bébé était viable, etc. Mais du coup, il fallait avorter.
Et suite à ça, j'ai voulu faire un transfert assez rapidement. On m'avait dit qu'il fallait attendre 2 mois. Et 2 mois après, je vais chez le gynécologue. J'avais fait toute une préparation pour faire grossir l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la paroi de l'utérus. J'explique. Bien sûr, bien sûr. C'est la paroi de l'utérus qui grossit chaque mois sur les effets des œstrogènes. Et puis, mon endomètre ne grossissait pas. Donc, le médecin m'a dit, mais c'est dans votre tête, vous n'êtes pas prêt psychologiquement. Voilà. Alors, la psychologie a souvent bon dos, donc très frustrée. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent le comprendre. Et puis, donc, on m'a dit, rendez-vous le mois prochain. Rebelote, le mois prochain, l'endomètre qui grossissait pas. Et là, le gynécologue m'a dit, on se retrouve à la fin de l'été, c'était au mois de mai, pour voir, remettez-vous psychologiquement. J'ai pas aimé cette conclusion. Je suis allée voir quelqu'un d'autre. Ah, dis Et donc, voilà. Oula, on est au c'est un 5e, touriste. 6e. c'est du tourisme. Je suis allée voir sur Internet. Alors, il faut pas toujours faire ça. Il faut pas toujours aller voir Docteur Google. Mais voilà, parfois, quand on n'est pas satisfait d'un diagnostic, c'était mon cas, je suis allée voir et j'ai vu qu'à la suite d'une IMG, pouvait avoir des synéchies, donc un syndrome d'Asherman. J'en ai parlé à mon gynécologue qui m'a dit que c'était, m'a dit que c'était psychologique, qui m'a dit que ce n'était pas possible et pourtant ça l'est toujours. Et j'avais effectivement un syndrome d'Asherman, donc je me suis fait opérer plus tard et j'ai de nouveau, ça a été compliqué. Ça a été vraiment 9 mois d'errance médicale pour comprendre ce que j'avais, être pris en charge de la bonne manière, avoir un protocole qui m'aidait parce que même après une opération, j'ai eu du mal à retomber sur mes pieds. Et puis, j'ai pu avoir un transfert, finalement, au bout de presque 1 an, de ma fille qui a maintenant 5 ans et demi. Et c'était tes autres blastocystes Oui, j'avais qui étaient encore congelés, 4. quoi. Ouais, j'en avais encore 4. Donc, heureusement, je n'ai pas dû refaire une FIV, donc Ouais. refaire toute la stimulation et autres. Et j'ai pu avoir notre... Voilà. Et puis du coup, alors c'est pas là où on s'arrête, c'est que en fait tout ça, toute cette errance et aussi le fait que je me sois beaucoup renseignée, que j'ai essayé de chercher beaucoup de choses par moi-même, j'ai voulu en fait aider les couples qui étaient justement qui souhaitaient aller à l'étranger pour faire tout d'abord connaître la clinique dans laquelle j'étais allée puisque c'était une très bonne clinique avec des prix qui étaient beaucoup moins chers qu'en Suisse. Et puis ensuite, ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne des couples en PMA, donc en procréation médicalement assistée à l'étranger. Et là, j'ai un petit peu grandi. Maintenant, je les accompagne pour aller en Espagne, au Portugal, parce que en fait, chaque pays a des législations différentes, peut proposer des choses différentes. Il y a des gens qui préfèrent aller dans un pays dans l'autre. Donc en fait, c'est surtout pour répondre à la demande des personnes qui s'adressent à moi et pour les orienter de la meilleure manière possible. Ou en Suisse, parce que parfois tu les orientes en Suisse aussi. Oui. En Suisse, c'est juste pour l'anecdote, c'est combien en gros une PMA Alors, il faut parler peut-être protocole par protocole. Mais... Officiellement ou officieusement? Non. Ah j'en sais rien. Alors, je savais pas qu'il y avait une différence. Non, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que il y a le protocole de FIV, il y a le traitement qui est entre 8 000, c'est à peu près 8 000 francs suisses. Après, il y a d'autres centres qui sont un peu moins chers. Après, c'est vrai qu'il faut additionner pas mal de choses. Il faut additionner les médicaments, les transferts successifs, les échographies. En fait, rien n'est remboursé. Grosso modo, un essai en Suisse, c'est à peu près entre 12 et 15 000 francs suisses. Donc, un protocole de FIV total avec tous les transferts. Quoi. Même, je pense là, avec 1 ou 2 transferts, 15 000. Après, si tu en as plus, parce que chaque transfert, c'est à peu près dans les 2 000 francs, 2 500. En fait, en Suisse, tout ce qui est autour de la FIV, c'est-à-dire tout ce qui est examen autour de la FIV, échographie, ne sont pas remboursés. Donc, c'est vrai que ça s'additionne. En fait, les prix s'additionnent, puis on reçoit en fait les factures un peu au compte-gouttes d'un laboratoire, du gynécologue. C'est difficile d'avoir un devis en une fois. Donc, voilà. Et puis à l'étranger, alors ça, je pense que c'était ta prochaine question. Ça dépend du pays, du protocole que tu vas faire. Mais c'est vrai que on peut avoir des traitements en République tchèque, grosso modo, avec le voyage, 6 000 €. Et puis en Espagne, on va plutôt être comme en Suisse dans les 10 000, 12 000 €. Ça dépendra en fait le protocole,
les options qu'on choisit. C'est un peu comme une voiture, c'est un peu horrible, mais les options qu'on choisit en plus, en fait. Alors, quel est l'intérêt d'aller en Espagne? Le savoir-faire. C'est quand même moins cher, in fine. Le taux de succès. Les connaissances, les protocoles qui sont un peu différents. Grosso modo, il n'y a pas une grosse différence de prix si on reste en Suisse ou si on va en Espagne, mais je pense que c'est surtout le taux de succès. Mais alors, du coup, c'est hyper utile ce que tu fais, puisque, en fait, pour un couple qui vraiment doit passer par une procréation médicalement assistée, en fait, tu arrives à leur. Parce que finalement, la plupart des gens, ils vont aller frapper chez un spécialiste de la fertilité, alors que toi, tu es capable de leur conseiller, en fait, carrément sur toute l'Europe. Le bon circuit, et puis surtout en fonction des besoins, parce que certains couples doivent faire des FIV avec don d'ovocytes, par exemple. S'il y a une situation d'insuffisance ovarienne, il faut faire un don d'ovocytes. Et que la personne ne répond pas au traitement. Voilà, don d'ovocytes, on ne peut pas le faire en Suisse, il faut le faire à l'étranger. Il y a, en fonction des spécificités aussi, c'est vrai que par exemple en République tchèque, je pense que tu pourras confirmer, Adva, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent des FIV douces, c'est-à-dire des FIV avec des stimulations qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus physiologiques, qui réussissent pas mal justement en cas d'AMH bas, donc le fait d'avoir une réserve ovarienne basse, ou pour des femmes qui sont plus âgées justement. Disons qu'on va dire qu'il y a une grosse quantité de personnes, ils ont beaucoup de patients, et ils ont des protocoles. Alors, pas toutes les cliniques de nouveau, c'est vrai que je me suis un peu spécialisée en voyant quelles cliniques sont des cliniques qui sont plus orientées patients, et puis il y a aussi des cliniques qui sont aussi des gros monstres, un peu des usines à bébés. Alors, ça marche pour pas mal de gens, parce qu'elles continuent ces cliniques, mais c'est vrai que quand on a des cas un petit peu plus spécifiques, il vaut mieux aller vers une clinique qui a quand même une grandeur moyenne, pas non plus trop petite, parce qu'il faut quand même qu'elle puisse avoir tous les instruments nécessaires pour le laboratoire, etc. Mais c'est important aussi d'avoir une clinique qui va écouter le patient, qui va être vraiment près du patient et lui proposer un protocole qui soit différent. Parce que répéter, c'est ça ce qui est un petit peu problématique, c'est souvent on va répéter le même protocole une fois, 2 fois, 3 fois, et puis j'ai souvent des gens en fait qui viennent vers moi parce qu'ils ont déjà fait 3 FIV en Suisse ou en Espagne dans une clinique ou ailleurs, et puis qui se disent maintenant on aimerait bien essayer autre chose, avoir un autre protocole parce que ça n'a pas marché clairement. Donc là c'est un peu l'idée aussi de Fertiline, parce que avec justement dans le travail d'accompagnement que j'ai fait des couples, alors moi déjà quand j'ai fait ma FIV, je me suis renseignée sur tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer la qualité de ces ovocytes. Je me suis dit j'en ai pas beaucoup, alors autant vraiment améliorer cette qualité. Donc je me suis boostée de tous les côtés possibles. J'ai lu beaucoup de choses, il y avait beaucoup de ressources en anglais, pas beaucoup en français. Et puis, donc j'ai pris toutes ces choses à la lettre, etc. Et puis, c'est ce que j'ai proposé pendant très longtemps aux gens que j'accompagnais. Mais je n'avais pas cette structure. Et c'est ce qui a fait, quand on s'est rencontré avec Virginie, c'est qu'elle avait justement la structure de me dire, voilà, il faut donner ça parce que c'est important pour faire ça. Et quand j'ai cherché longtemps quelqu'un qui avait cette connaissance, qui était dans le monde francophone, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde anglophone, mais pour le traduire en français, puis moi, je me sentais pas légitime parce que j'avais pas de degré en micronutrition ni médical, de donner des informations qui n'étaient pas de mon background, je me sentais pas légitime. Et quand j'ai rencontré Virginie, justement, elle avait toutes ces informations. Et je pense que notre association a été super. Donc, très souvent, on propose aux gens qui ont des échecs répétés, d'abord de faire un programme Fertiline, en leur disant, même si vous devez aller vers un don d'ovocytes, si vous devez répéter une FIV, d'abord, améliorez votre terrain. Améliorer, en fait, c'est comme un matériau. On ne va pas demander à un architecte de construire une belle maison si les matériaux ne sont pas de bonne qualité. Donc, d'abord, améliorer la qualité, les matériaux, votre environnement, etc. Et ensuite, aller dans une bonne clinique. Du coup, c'est un peu tout le circuit. Voilà. Comment on fait, du coup, en gros, donnez-nous quelques éléments pour prendre soin de ses ovocytes et augmenter sa réserve ovarienne. Alors, augmenter la réserve ovarienne, je ne sais pas si on peut vraiment parler de ça aujourd'hui, parce qu'à mon avis, ce serait faux de dire ça comme ça. Tu vois, comme je te disais sur les programmes, c'est vrai que nous, on constate qu'on a plus de 90% de nos utilisatrices qui ont une augmentation de leur AMH. On n'est pas capable de dire pour autant si elles ont vraiment augmenté leur réserve ovarienne. Jusque-là, ce qu'on sait, c'est que l'AMH, effectivement, a augmenté. D'accord. Est-ce que c'est des problématiques de dosage et que du coup, c'est une chance pour nous, elles ont toutes fait un dosage, je ne sais pas, et puis finalement, l'AMH est meilleur. Mais
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces femmes qui ont eu une AMH augmentée, elles commencent à passer sur des protocoles de FIV. On a eu des grossesses spontanées aussi. Et effectivement, on a l'impression que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'augmentation de l'AMH est corrélée derrière à des grossesses. Donc c'est assez chouette. Il n'y a pas forcément beaucoup plus d'ovocytes, mais par contre, on a une meilleure qualité. Et finalement, c'est ça qui est important, parce que le but, c'est pas d'avoir des ovocytes. On a des femmes, justement, qui ont un autre problème, qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, qui ont plein d'ovocytes, qui peuvent avoir 30 ovocytes, et il n'y a pas un seul embryon in fine. Donc, je veux dire, le but, c'est pas d'avoir plein d'ovocytes. Le but, c'est d'avoir un bon ou quelques bons ovocytes, avoir des bons spermatozoïdes, et ça, souvent, on oublie, parce que c'est vrai que souvent, on se focalise sur la femme en disant, bah voilà, il faut qu'on ait des bons ovocytes, puis avec l'âge, les ovocytes perdent leur qualité. Mais si on arrive à avoir des bons ovocytes, il faut que ces ovocytes soient fécondés avec des super bons spermatozoïdes. Et le développement embryonnaire, c'est 50-50. Hein. Ouais, voilà. Chacun fait la moitié du travail. Voilà. Et c'est pour ça que l'implication de l'homme dans tout ça est très importante. Vous voulez pas donner d'informations? Si, bien sûr, j'allais te les donner. Alors en fait, les informations par rapport à la qualité des ovocytes. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un temps de fertilité, nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes aussi, hein, tu dois le savoir, qui est chronométré, entre guillemets, qui est minuté. On n'est pas fertile toute notre vie, on a une fenêtre de fertilité. Et ensuite, les hormones commencent à chuter. Et ce qu'on voudrait, c'est que les hormones se maintiennent au maximum. Aujourd'hui, on se reproduit de plus en plus tard, en fait, et donc on voudrait que les hormones se maintiennent. Il y a un truc qui est hyper délétère à la production hormonale, c'est le stress, déjà. Quand tu stresses de façon, pas un gros stress, mais un stress chronique plutôt, ça augmente ta production de cortisol. Et donc, quand tu as un cortisol que tu dois augmenter, quand tu augmentes ta production de cortisol, tu fais ce qu'on appelle des déviations hormonales, c'est-à-dire que tu vas finalement beaucoup moins produire d'oestrogène, beaucoup moins produire de progestérone, beaucoup moins produire d'androgène, parce que finalement, toutes ces hormones ont le même précurseur, qui est le cholestérol. Donc déjà, il y a une chose aussi qui est importante pour tout ce qui est production des ovocytes, qualité ovocytaire, c'est stress, gestion du stress, diminution de la production de cortisol. Il y a des plantes qui sont connues pour ça, notamment la rhodiole, le schisandra. Toutes les plantes adaptogènes vont avoir un effet justement sur l'équilibrage en fait du cortisol, et aussi la cohérence cardiaque et la quantité de graisse dans l'alimentation. En fait, un des problèmes de la dénutrition de l'ovocyte et de la dénutrition des spermatozoïdes, et ça, mais c'est avéré, on le sait, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études sur le sujet. Encore un coup c'est le manque de graisse, c'est le manque de... Mais c'est ça, on a tellement... On vit aujourd'hui encore dans la restriction graisseuse. Il y a énormément de femmes, énormément d'hommes qui se restreignent sur la quantité de graisse, de lipides et même de cholestérol. Le cholestérol, on l'a toujours assimilé à une mauvaise graisse. En réalité, c'est le précurseur de toutes nos hormones. Pourtant, ça fait des années qu'on le bannit. Alors, pas de toutes nos hormones sexuelles, mais... De toutes nos hormones sexuelles. Merci, Pablo. Donc, je pense que ça, c'est des points clés, tu vois, le stress, l'oxydation, les graisses. Alimentation pauvre en graisse, d'accord. Donc, surtout, ça, c'est un problème. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi... On parle un peu. Non, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vrai que c'est catastrophique, hein, cette histoire de diabolisation des graisses en nutrition, qui a été vraiment lancée dans les années 60. Hein, les travaux, je crois que c'est les années 60, les travaux d'Ansel Keys, qui a vraiment été une catastrophe pour la nutrition, avec du coup une diabolisation du cholestérol et des graisses. Et puis, fatalement, si vous faites une alimentation qui va être appauvrie en cholestérol et en graisse, qu'est-ce qui va augmenter dans votre alimentation? Les carbohydrates. Et donc, vous parliez tout à l'heure du syndrome des ovaires polykystiques. C'est vraiment ce type de situation auquel on arrive, c'est-à-dire que pas assez de graisse, pas assez de cholestérol et trop de carbohydrates, donc une augmentation de l'insuline, et là, hop, un syndrome des ovaires polykystiques. D'ailleurs, on sait que, par exemple, un déséquilibre des graisses à la naissance, parce que évidemment, une femme qui a un déséquilibre des graisses avant la conception on va plutôt avoir un bébé qui a un déséquilibre des graisses à la naissance, ce phénomène-là prédispose à l'obésité de l'enfant à l'âge adulte, prédispose au diabète de l'enfant à l'âge adulte. Donc c'est vrai que nous, dans notre objectif, on va aussi plus loin en se disant qu'aujourd'hui, quand on fait de la prévention au niveau de la conception, on fait de la prévention pour la santé du futur enfant. Et ça, c'est important. Ça me semble important aussi. Il y a les perturbateurs endocriniens aussi. Catastrophe. Je sais que tu en parles beaucoup aussi sur ta chaîne. Sur Instagram, c'est vrai que les gens en fait savent pas où ils sont.
Donc, du coup, ils cuisinent avec des spatules. Je me rappelle ton poste. Des spatules en plastique, plein de plastique qui se cuit. Des moules en silicone. Des moules en silicone, parce que justement, on veut enlever la graisse. Du coup, on prend du silicone. Dans la poêle Tefal. Avec la poêle Tefal. Voilà, le téflon. En fait, voilà. Alors, on peut pas réduire, on peut pas avoir une éviction totale des perturbateurs endocriniens. À notre époque, c'est juste plus possible. Par contre, on peut diminuer fortement son exposition. Et il y a des trucs tout simples à connaître. Justement, déjà, la poêle, on va utiliser des bonnes graisses pour cuire. Et puis, on va jeter notre poêle Tefal et puis on va utiliser une poêle en inox. Et puis, voilà, plein de choses comme ça les cosmétiques aussi, d'utiliser des cosmétiques qui sont plutôt biologiques, qui sont plutôt certifiés sans perturbateurs endocriniens. Le dentifrice, une grosse source de perturbateurs endocriniens. Terrible. Le dentifrice, c'est vraiment une terrible. Et ça, c'est 3 fois par jour. Et c'est interne, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention au dentifrice. Unilever, Procter & Gamble, surtout pas. Tous les trucs, Colgate, Signal, les grosses marques, toutes les marques que vous voyez à la télé, de toute façon, il faut oublier. Les serviettes hygiéniques, pleines de silicone. Et puis, non, mais ça, c'est terrible. Les tampons. Ouais. Non, puis on se dit, on met ça. Alors, je sais pas, le fait que ça soit quand même près de l'utérus, voilà, on s'empoisonne soi-même. Les tampons sont pleins de glyphosate. Le glyphosate, c'est un énorme perturbateur endocrinien. C'est un perturbateur de l'aromatase, en fait, qui est une enzyme qui permet de convertir les hormones sexuelles. Et puis, et en plus, il y a d'autres trucs. Il y a les produits de blanchissement pour les tampons, tout ça. On les soupçonne quand même pas mal d'être responsables des problèmes d'endométriose, même si à chaque fois, il y a toujours une étude pour dire non, vous voyez, mais il faut savoir que les études, on peut les commander, en fait. Et quand on a des milliards, c'est facile de commander une étude qui dit que ton produit que tu vends depuis 40 ans n'est pas responsable de l'endométriose. Mais de toute façon, on ne pourra jamais dire qu'une chose est responsable. C'est toujours l'addition. Et le problème, c'est justement ça, c'est qu'on est exposé tout le temps aux perturbateurs endocriniens. Ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est le fait que c'est pas l'addition, c'est justement l'effet cocktail, c'est la montée en puissance du fait d'additionner. Donc, en diminuant juste un tout petit peu déjà, en ayant des gestes simples, échanger ses tampons. Je vais en citer encore d'autres, les bouteilles en plastique. Mais ça, énorme. Mais les bouteilles en plastique qui traînent au soleil, les gens qui les coiffent derrière. Non, mais franchement, des fois, on voit des choses, mais qui sont incroyables. On retrouve du microplastique dans les placentas actuellement. Il y a eu cet article. Énormément, ils sont truffés de plastique, donc faites attention au plastique. Et les légumes que vous mangez, si ce ne sont pas des légumes bio, et on va dire bio de chez vous, parce qu'un légume bio qui vient de l'autre bout du monde, déjà c'est très polluant, mais en plus les normes du bio sont dépendantes des différents pays, donc on peut vraiment tricher. Quand c'est un avocat qui vient du Pérou, un truc comme ça, il a été sprayé. Et donc, encore une fois, ce glyphosate qui perturbe justement, qui est un des pires perturbateurs endocriniens sur Terre, il est, selon la qualité des légumes que vous avez mangés, il va être présent. Alors, il y a une technique quand même pour essayer de nettoyer vos légumes. Vous les faites tremper dans une grande bassine. Pas une bassine en plastique. Une bassine en bois. Non, mais vous prenez un saladier en verre ou en inox ou ce que vous voulez, et puis vous mettez de l'eau et du bicarbonate, en fait, puis vous les laissez tremper, et puis ensuite vous les rincez. Et puis ça comme la plupart sont des acides, en fait, des pesticides, ils vont être neutralisés et tomber au fond du bain, on va dire. Et puis donc voilà, après il faut les rincer. En plus, ça donne un bon petit goût bicarbonaté au lait. Non, c'est faux, c'est faux. C'est super sympa. Ce qu'elle dit est faux, ça donne pas de goût. Non. Et donc, c'est une blague. Et donc voilà. Et puis par contre, pensez bien nettoyer évidemment votre saladier derrière, parce que voilà, le faites pas dans un saladier en bois parce qu'il y a moyen qu'il absorbe les pesticides. Donc faites plutôt dans un truc très lisse qui va pouvoir permettre de l'éliminer ensuite. Il y a aussi une chose importante au niveau des perturbateurs endocriniens, et on oublie souvent de le citer, et ça, c'est catastrophique. Moi, ça me hérisse les poils, franchement. C'est les compléments alimentaires. Oui. La plupart des compléments alimentaires fertilité contiennent des nanoparticules, de l'oxyde de fer rouge, du dioxyde de silicium, du dioxyde de titane. Et honnêtement, moi, quand les gens me disent « Ah, mais je prends tel complément, qu'est-ce que vous en pensez ?» J'ai envie de leur dire, je m'excuse du terme, mais c'est de la merde. Oui. Mais jetez-le à la poubelle, ça va vous rendre malade. C'est pas possible de manger des choses pareilles. C'est des nanoparticules, ça fait partie des molécules les plus perturbatrices. Et aujourd'hui, on se dit, c'est pas grave parce que c'est à petite dose. On a dit ça pendant des années. Aujourd'hui, par exemple, le dioxyde de titane, il a été interdit au niveau de l'Union européenne. On en trouve encore. Il y en a partout. Dans les compléments alimentaires, il y en a dans tous les médicaments. Partout. Dans tous les médicaments, il y en a. Partout. Enfin, pas tous, heureusement, mais. Le dioxyde de silicium.
J'ai lu un article très récemment sur une étude qui a pu montrer qu'il est un perturbateur de la tolérance immunitaire. La grossesse entière repose sur un mécanisme de tolérance immunitaire. Franchement, largement plus des 3/4 des compléments alimentaires de grossesse contiennent du dioxyde de silicium. Mais moi, ça me fait hurler, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on... Ouais, moi, je suis très frustré. Il y a souvent des boîtes avec qui j'aime bien, qui me présentent j'ai des produits qui m'intéressent énormément à utiliser. Puis après, je regarde et puis c'est trop con parce qu'en fait, ils ont dans leur... souvent, en fait, les capsules, en fait, les gélules, pareil, tu as un enrobage en dioxyde de titane. Mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? Votre produit est génial et il est enrobé dans du dioxyde, dans une nanoparticule, quoi. Enfin, je veux dire, et puis en plus, quand tu vois pourquoi c'est pour le reflet, pour que ce soit joli, tu vois. C'est pour ça que Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment des composants qui sont galéniques, esthétiques et qui n'ont aucune utilité nutritionnelle. Donc, tout le contraire. En fait, les perturbateurs endocriniens, c'est ça, en fait. Pour qu'un savon mousse, on met un perturbateur endocrinien. Parce qu'un savon doit mousser, doit sentir bon. Par exemple, une lessive qui sort de la machine et puis qui sent rien, c'est pas normal. Et pourtant, le parfum, c'est un perturbateur endocrinien, souvent. Et c'est vrai que nous, il y a un chiffre qui nous avait choqué quand même, c'est le chiffre des 400. En fait, dans notre environnement quotidien, on a 400 perturbateurs œstrogéniques au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, tu respires, tu touches, tu manges 400 perturbateurs hormonaux. Et c'est pour ça que c'est j'ai énorme. un problème de testo, moi. C'est parce que il faut savoir que la plupart des perturbateurs endocriniens, l'immense majorité, peut-être même tous, sont des analogues des oestrogènes, en fait. Exactement, oui. Voilà. Ce sont des oestromimétiques et c'est pour ça que les hommes se féminisent, par exemple. Alors, le soja, il est doublement, parce que le soja, il y en a plus de naturel. Donc, les 3/4 des soja, il y a effectivement déjà des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens œstrogéniques. Et le soja en lui-même est déjà aussi œstrogénique. C'est un phytoœstrogène. D'ailleurs, la plupart des pilules sont faites à partir de soja. Bien sûr. Donc, voilà. On est foutus, quoi. Non, on n'est pas foutus. Non, je pense que, encore une fois, il y a une règle qui est valable dans tout. Et la règle, c'est le choix du consommateur. Aujourd'hui, si tu choisis de plus manger un produit et que tu arrives à convaincre 2000 personnes, 100 000 personnes de ne plus consommer ce produit et que ce produit se vend moins, il va être changé pour un produit mieux. Donc, en fait, je crois qu'on a une puissance qu'on oublie dans tout ça. La puissance de la masse, la puissance de ce qu'on achète tous les jours, la puissance de ce qu'on consomme tous les jours. Si demain, on se met tous à consommer plutôt des choses locales, si demain, on se met à être attentif aux perturbateurs endocriniens, à chercher des produits sans perturbateurs endocriniens, évidemment qu'on va faire évoluer le marché. On va le faire évoluer, de toute évidence. Donc, je crois qu'on a un gros levier avec ça. Et j'espère que ça va être aussi un des effets peut-être à grande échelle et à long terme des programmes, quoi, de changer des tendances. Parce que finalement, on se rend compte qu'une fois que les couples ont abouti à leur désir de conception, donc la femme est enceinte ou le bébé est né, en fait, ils continuent leurs habitudes. C'est-à-dire que finalement, ils ont changé de déodorant, puis ils ne vont pas reprendre un déodorant avec des perturbateurs endocriniens une fois qu'ils ont leur bébé. Et pareil pour les légumes, les fruits. En fait, ça les encourage à changer leurs habitudes sur du long terme et aussi pour le bien-être de leur enfant. Donc, je crois que ça, c'est pas mal. Pour la grossesse, c'est les mêmes choses à peu près, c'est les mêmes conseils. Bon, éviter les perturbateurs endocriniens, ça va rester pour la grossesse, mais par exemple, encore. Et pour la nutrition, c'est un peu la même chose. C'est pareil que pour la conception ou il y a une différence? Non, il y a une différence. D'ailleurs, on est en train de travailler là maintenant et de commencer à tester les programmes grossesse qui vont être disponibles bientôt parce qu'aujourd'hui, on a des programmes pour la préconception. On a des programmes pour chaque protocole d'AMP, pour les inséminations artificielles, pour les fécondations in vitro, pour les FIV avec don d'ovocytes. Donc, on a des protocoles pour chacun des programmes pour chacun des protocoles. Et là, on attaque les programmes grossesse. Et les conseils sont complètement différents. Parce qu'en fait, déjà, en grossesse, il faut tenir compte de toxoplasmose, listériose, consommation d'alcool, équilibre des acides gras, apport en protéines. L'apport en protéines, on en parle vaguement en préconception. C'est important pour la qualité de l'ADN. Maintenant, quand on est en grossesse, la plupart des femmes enceintes ont un apport en protéines qui est beaucoup, beaucoup trop bas. Ce qui fait qu'on a des bébés qui, à la naissance, sont beaucoup, beaucoup trop petits, qui sont beaucoup plus à risque à l'âge adulte. Donc, l'apport en protéines compte beaucoup. L'apport en graisse, tu vois, typiquement, quand tu es enceinte, tu te dis, bon, j'ai pas envie de prendre 20 kilos, donc peut-être je mange moins de graisse. Alors que, en fait, tout le développement de l'enfant repose sur des graisses quand même. Surtout son développement neurologique en plus. Mais énorme. Et donc, du coup, la restriction graisseuse est hyper dangereuse pendant une grossesse. Les apports en vitamines, les apports en minéraux, l'apport en fibres pour la prévention du diabète gestationnel, l'apport en antioxydants pour la prévention des prééclampsies et puis des dysfonctions placentaires. Non, la grossesse, c'est un sujet
qui est trop laissée au hasard, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire en prévention pour s'assurer qu'une grossesse se déroule le mieux possible. On ne peut pas tout prévenir. Et tu es le premier à le savoir. Hein. Tu as beau tout mettre en place, tu ne peux pas tout prévenir. Mais par contre, améliorer un terrain, tu vois, par exemple, chez une femme qui a un syndrome des ovaires polykystiques, qui est en surpoids et qui arrive avec un surpoids au début de sa grossesse, les chances qu'elle développe un diabète gestationnel sont énormes. Et peut-être qu'on peut modérer, peut-être qu'on peut prévenir au mieux. Enfin, tu vois, ça, c'est aussi notre rôle, d'évaluer la situation de départ, de se dire, OK, cette personne, elle en est où? Quel est son profil? Et comment on va l'aider à équilibrer au maximum les chances pour qu'une grossesse se passe bien, quoi. Et en fait, c'est une demande, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qu'on accompagne pendant la conception. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés à ces 12 semaines, parce qu'on les accompagne jusqu'à 12 semaines, c'est un peu la période fragile, on va dire. Là, elles nous disent, mais maintenant, je fais quoi? Et en fait, c'est pour ça qu'on a voulu développer aussi ces programmes pour continuer à les suivre, pour leur donner des conseils à ce moment-là. Et puis, des conseils qui sont un petit peu différents, comme le disait Virginie, où il y a des choses qu'il faut vraiment plus privilégier. On privilégie d'autres choses en préconception, et puis on va focaliser sur d'autres choses pendant la grossesse. Puis en fait, c'est par phase aussi, hein, la grossesse. On peut avoir des programmes pour différentes phases de grossesse, et on va suivre nos utilisateurs jusqu'aux 24 mois de l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'après aussi, on gère le côté petite enfance. En fait, on gère une période qu'on a surnommée en fait la période d'opportunité. C'est-à-dire, c'est une période de sensibilisation pendant laquelle, par exemple, une exposition aux perturbateurs endocriniens est extrêmement grave, ou des déséquilibres au niveau alimentaire ont un impact très important sur toute la vie de l'individu. Et cette période, c'est 6 mois avant une conception et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et en fait, nous, on agit sur toute cette période parce que notre objectif, c'est pas juste d'aider les gens à avoir des enfants. C'est de les aider à avoir des enfants en bonne santé et de penser plus loin, de penser vraiment santé transmise. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques parlent d'entonnoir transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus malade, on est de plus en plus allergique, on a de plus en plus de maladies auto-immunes, on est de plus en plus obèse, on est de plus en plus diabétique. Ça craint quand même. Pas nous. Alors, pas nous, pas nous, Pablo, merci. Mais par contre, la population quand on voit ça, on se dit, mais attends, à un moment donné, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Parce que finalement, on voit qu'il y a des périodes, et tu le vois tous les jours avec tes patients. Tu vois qu'il y a des moments où c'est trop tard. Quand une personne vient te voir... Non, c'est jamais trop tard. Non, mais... Ne l'écoutez pas. Stop. Quentin, coupe son micro. Elle dit n'importe quoi. Tu vois qu'il y a des périodes où il est moins propice d'intervenir, où c'est plus difficile d'intervenir. Parce que finalement, quand tu as 60 ans, que tu es en obésité, que tu as du cholestérol et que tu es en train de déclencher un diabète, beaucoup moins facile d'intervenir que si tu interviens précocement. Et les meilleures interventions sont les interventions les plus précoces. Donc, c'est-à-dire dans les premiers stades de vie. Et c'est là qu'on prépare. C'est le meilleur héritage qu'on puisse faire à un enfant que de préparer sa santé. Bon, on commence à avoir beaucoup d'enfants obèses et diabétiques. Mais c'est vrai que quand moi, c'est un des trucs dont je m'occupe pas mal. Enfin, les enfants. Des enfants qui, j'ai beaucoup d'enfants souvent, j'ai fait 2 ans de pédiatrie, donc j'ai pas mal de patients qui sont des enfants. Et puis il y en a, effectivement, qui deviennent à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, qui sont un petit peu forts. Je leur fais souvent des bilans, on voit déjà des prédiabètes ou des diabètes carrément. Mais par contre, c'est vrai qu'à cet âge-là, agir à cet âge-là, sur le lifestyle, mais efficacité, en 3 mois, ils perdent... franchement, hein, tu leur changes 2-3 trucs. Leur pire ennemi, c'est les sodas, en fait. Tu leur supprimes juste les sodas et 2-3... Tu joues sur 2-3 trucs. Et puis, ils deviennent magnifiques, tout beaux. Et puis, ils sont en pleine forme et le diabète est réversé. C'est vrai qu'on n'a pas... En agissant sur le terrain, sur des patients effectivement où le diabète est consolidé, on arrive quand même à revenir en arrière bien sûr. sur des diabètes de type 2, mais avec plus d'efforts. Ah oui, oui. Souvent d'ailleurs, c'est des familles. C'est des familles où les enfants sont obèses ou diabétiques et prédiabétiques, et les parents, c'est pareil. Et je vois les enfants, et puis les parents, du coup, ils voient les résultats miraculeux chez les enfants, ils viennent me voir, ah, moi aussi, je veux, et tout. Et je dis, on va y arriver, mais ça va être pas pareil, ça va être plus long. Et puis, ça sera pas, vous n'aurez pas le résultat aussi spectaculaire, aussi vite, ou en tout cas avec aussi peu d'efforts que chez un ado en pleine croissance, où quand même la dépense énergétique et tout ça, et le profil hormonal n'est pas du tout le même. Et en fait, ça, c'est plus que prouvé. Plus tu interviens tôt, moins tu as d'efforts à faire,
et plus les effets sont stables et Sauf dans le durables. Covid. Dans le Covid, on rentre à la maison, on prend du paracétamol et on regarde si ça évolue bien ou pas. Et puis, si vous êtes en train de mourir, on viendra vous chercher en ambulance. Mais c'est vrai que sinon, dans tout le reste de la médecine, il faut intervenir tôt et plus tu interviens tôt, mieux c'est. C'est ça, exactement. Le Covid est la seule exception à la règle. Peut-être avec le Covid, il faudrait intervenir avant le Covid. Oui. Faire donner des choses pour booster le système immunitaire. Oui, booster le système immunitaire. Je pensais que tu allais me parler des vaccins. Tu vois, par exemple, dans les programmes, on n'a eu aucun mort du Covid, par exemple. Non, mais... c'est une blague, Pablo, c'est une blague. Mais moi non plus, j'ai eu aucun mort du Covid. Et bah ça, c'est très bien. Tu vois, comme quoi, on a bien géré la situation. On a donné de la vitamine D, du zinc, de la vitamine C, de l'échinacée, et pas de paracétamol, du cyprès. Alors, moi, personnellement, je suis pas médecin, donc je prescris pas effectivement de paracétamol, mais... si tu veux défoncer un foie et vider ses stocks de glutathion, tu prescris du paracétamol pendant une semaine, et puis ouais, c'est quoi l'intérêt, du coup? Faut demander à ceux qu'on fait les protocoles. Parce qu'après, je vais arrêter avec ça, d'ironiser là-dessus. C'est un sujet grave qui est malheureux, mais bon. Et oui, bien sûr. On va revenir sur la fertilité peut-être. Mais je pense pas que le paracétamol soit très bon non plus pour la... Vous savez, c'est un des trucs, tu vois, pendant les grossesses, ça aussi, c'est un truc. Le paracétamol, c'est un peu le machin... le prendre tout le temps. Que tout le monde prend tout le temps, alors que c'est un des médicaments qui fait le plus d'intoxication dans le monde. Hein. Je crois que c'est peut-être le premier médicament qui intoxique dans le monde. C'est un médicament qu'on peut utiliser pour se suicider assez facilement. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Hein. Oui, une demi-plaquette, une plaquette, tu flingues ton foie. Il te faut, t'es sûr, si tu n'as pas une greffe de foie dans les 48 heures, c'est compliqué. Donc, et puis c'est bon à savoir si un jour on a un homicide, tu vois. Non, et puis c'est un médicament qui fait des blagues sur l'homicide, enfin, c'est très bien. Et donc, on se détend. Et puis donc vraiment, c'est un médicament qui est pas top pour tout ce qui est les voies antioxydantes, notamment le glutathion, qui est vraiment un peu la pierre angulaire du système oxydatif, redox. Et puis du coup, voilà. Alors, on peut en prendre un petit peu comme ça, au coup par coup. Mais c'est vrai que du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Patiente qui aurait des douleurs pendant une grossesse. Parce que là, pour l'instant, c'est que des cochonneries qu'on leur donne. Déjà du magnésium. De la mélisse, par exemple ? Alors, les douleurs, si c'est de la mélisse. Si c'est des douleurs, par exemple, ligamentaires. Des douleurs ligamentaires ? Ah ouais, la mélisse, en tout cas, ça fonctionne bien sur les douleurs digestives, ligamentaires, et ça, c'est une plante qu'on peut donner pendant la grossesse. La passiflore aussi, les plantes qui calment, en fait, en général. Ouais. Arnica, je crois qu'on peut donner aussi. Moi, j'aime bien la... Protéochoc. Par exemple. Virginie, la réponse à tout, c'est protéochoc. Voilà. Ok. Ouais. Protéochoc, c'est des algues, en fait. C'est des algues. C'est des algues. C'est des algues. Et ça... Ouais, mais j'en ai, moi. Je crois que j'ai du... Mais tout le monde a du protéochoc. C'est la base donc de la... c'est des heat shock proteins. Donc, en français, c'est les protéines de choc thermique. C'est ça. Et ça, c'est antalgique ? Alors, en fait, ouais, ça a un effet antalgique, antiviral. Ça fait tout. Ouais. En fait, tu vois, même moi, franchement, mes enfants sont conditionnés au protéochoc. Quand ils sont malades, c'est eux-mêmes qui me disent « Maman, donne-moi un protéochoc ». À tel point, ça a fait le chemin. Non, ça résout beaucoup de choses, franchement. Ah bah super. C'est assez impressionnant. Et puis, en fait, par exemple, s'il y a des douleurs pendant la grossesse, moi, c'est ce que je vais conseiller en général. Avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, c'est ce que je conseille. Parce que, aussi, en parlant de fertilité, il y a quand même ce sujet, peut-être un sujet qui serait intéressant à aborder une fois, c'est de parler réellement de l'accouchement, de ce qu'est un accouchement, des suites, du postpartum. Et ça, c'est important. Je trouve qu'on ne l'aborde pas souvent et c'est un peu la surprise, quoi. Ça, le postpartum, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Aussi. Parce que c'est vrai que c'est un moment un peu, je trouve, dont on parle très, très peu. On parle beaucoup de grossesse. Alors, c'est très médicalisé. Hein, ça reste quand même très médicalisé. Nous, on veut justement travailler plutôt sur la nutrition pendant la grossesse et le reste. Mais c'est vrai que le postpartum, c'est un peu... la maman a délivré son bébé. Et en fait, après, toute la chute d'hormones, et on se sent pas bien, et on pense que c'est normal. Toi, en fait, voilà. C'est ça le dicton. Vous avez remarqué des effets sur la fréquence... Non, il faudrait faire une étude pour ça, pour voir sur la fréquence des baby blues, ou des hypothyroïdies postpartum, ou toutes ces choses-là.
Si tu veux, moi, je trouve que bon, dans le postpartum, déjà, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas gérés. Il y a un vrai manque de prévention, notamment sur les dépressions postpartum. Tout le monde confond aussi baby blues et dépression postpartum. Tu vois, le baby blues, finalement, c'est assez physiologique. Mais il y a des vraies dépressions postpartum qui représentent vraiment des risques pour l'enfant. Les femmes ne sont pas informées, il y a très peu de prévention. Et puis c'est vrai que, aussi, pour en revenir aux situations d'infertilité, il y a un vrai problème dans le postpartum parce que quand tu viens d'avoir un enfant, tu vas un peu bien, mais tu vas un peu mal aussi. Parce que t'as mal, souvent tu as eu une épisiotomie ou tu as eu une césarienne ou l'allaitement, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a quand même une partie des femmes qui vont mal en postpartum. Et en fait, quand tu as eu une situation d'infertilité, que tout le monde sait que tu étais en situation d'infertilité et que tu as un enfant, personne ne peut comprendre que tu ailles mal en ayant eu un enfant. Et ça, c'est assez dramatique. C'est-à-dire que finalement, ces femmes-là n'expriment pas du tout leurs problématiques postpartum, parce que souvent, les gens leur disent « Attends, tu sais pas ce que tu veux, tu voulais un enfant pendant 5 ans, tu n'arrivais pas à en avoir, tu étais malheureuse, maintenant tu as un enfant, tu vas pas bien, t'es folle. » Et en fait, ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, on a l'impression que la femme passe pour la personne instable et psychologiquement atteinte, alors que la dépression postpartum, les problématiques postpartum sont des vraies problématiques chez quasiment toutes les femmes, et relativement mal gérées et mal prévenues aussi. Et donc, vous les prévenez, ces trucs-là? Ah ben clairement, on fait de la prévention. Ouais. Alors, pas encore, mais dans les programmes grossesse, en tout cas, on parle du postpartum et on va avoir aussi des programmes vraiment postpartum. C'est-à-dire que dans les programmes postpartum, on va évaluer régulièrement l'état de santé de nos utilisatrices, l'état psychologique de nos utilisatrices. Et l'idée, c'est de repérer les risques. Et dès qu'on repère un risque, de dire, écoutez, là, vous devez aller consulter votre médecin. Et ce que vous vivez là, vous devez en parler. Ça arrive déjà de rassurer et de dire, mais en fait, ça arrive quand même. La dépression postpartum, si mes souvenirs sont bons, c'est 1 femme sur 3. Oui. C'est beaucoup quand même. Je ne comprends pas qu'on fasse aujourd'hui de la prévention, par exemple, sur l'obésité et pas sur la dépression postpartum. Tu vois, la fréquence, elle est quand même assez importante. Donc, il y a des sujets comme ça qui passent toujours un peu comme les sujets sales, entre guillemets, parce que tu es maman, donc tu dois être heureuse d'être maman. Et surtout quand tu as eu un parcours d'infertilité. Et ça, c'est vraiment une davantage quand tu as eu un parcours d'infertilité. Et finalement, les femmes ne sont pas accompagnées. Le mari non plus ne comprend pas d'ailleurs, parce que finalement, tu verras, Pablo, quand on sera là, que ta femme... Jamais. Enfin, si un jour, à force de faire des programmes fertilines, ça va t'arriver, Pablo, c'est sûr. Hein. Oui, mais non, mais parce qu'il y a quand même des étapes entre le programme fertiline et le fait qu'un bébé naisse. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Il faut avoir une sorte de... Je crois qu'il y a de coït à un moment donné. Oui, exactement. Donc, non. On n'accompagne pas nos utilisateurs jusque-là, par contre, c'est vrai. Oui, non. Il y a des gros problèmes de libido postpartum aussi. Postpartum, ça veut dire post-accouchement, hein, si jamais. Et même le problème de libido, c'est une catastrophe. Alors moi, je suis parrain de 2 petites filles. Et les 2 couples se sont séparés dans l'année après la naissance, alors qu'ils étaient ensemble depuis des années. Donc il y a quand même il y a des gros soucis post-naissance, tant sur le plan de la libido que probablement la relation. J'ai l'impression que les femmes perdent complètement leur libido quand elles ont un enfant. Mais ça, c'est des impressions. Hein. Je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, mais c'est sûr. Alors, oui et non, je pense que en fait, ça remet toutes les cartes sur table, la naissance d'un enfant, que chacun doit retrouver sa place, retrouver son rôle. Tu vois, toi, tu es un homme, tu n'as plus ta femme en tant que femme, elle est devenue mère, en même temps, tu es papa. Et puis, c'est vraiment difficile de retrouver, je pense, la place de chacun. Et surtout qu'il y a ces phénomènes où souvent, après une naissance, la femme passe des phases difficiles. Tu sais, quand tu es une femme, tu as la responsabilité de ton bébé. Tu dois l'allaiter. Tu dois le changer. Mère, en tout cas. Tu as peur pour lui. Quand tu es une mère, en fait, voilà, tu as la responsabilité de ton bébé. Tu as peur toutes les nuits. Aussi. Tu penses en permanence à la mort subite du nourrisson. Tu vois, tu as vraiment une charge de responsabilité qui est importante et une charge mentale aussi qui est importante. Il faut penser à plein de choses pour un bébé. Et le papa, alors lui, il arrive dans le truc, il est heureux, il profite des bons moments, le bébé gazouille. Non, mais je te fais le tableau, le tableau classique. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en tout cas, c'est un tableau qui est assez classique. Et il y a une espèce d'incompréhension entre les deux. C'est elle qui lui a fait chier pour avoir un bébé, donc à un moment donné... Oui, mais d'accord, mais tu vois, comme mais c'est vrai, du coup, l'homme ne comprend pas. Et moi, je me rappelle encore des réflexions de mon homme quand j'étais justement dans cette phase postpartum, où je lui disais, tu sais, ça va pas, je suis épuisée, je me sens pas bonne maman, je me pose plein de questions. Et lui, il me disait...
attends, mais je comprends pas, tu devrais être relax, t'es en vacances. Oui. En vacances, t'es en vacances, regarde tes cours, tu peux aller te promener, t'allaites. Alors que lui, il venait manger tous les midis, il fallait lui faire à manger. Moi, j'avais même pas le temps de me doucher une seule fois dans la journée. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui est assez incroyable. Et en fait, quand tu es dans cette phase-là, tu te dis, mais mon homme, soit il est complètement débile, il comprend rien, il comprend pas quand je lui parle. Et je comprends t'es que pas ça... en phase. C'est toujours bien de s'apercevoir de ça après avoir eu un enfant avec. Mais en fait... mais finalement, là, soit tu as la prise de recul en te disant non, mais en fait, c'est pas qu'il est débile, c'est juste qu'il comprend pas. Il le vit pas, il a pas saisi l'information. Et encore, quand tu as un postpartum qui se passe à peu près bien, ça va. Mais quand tu te colles une dépression postpartum là-dessus, c'est-à-dire que tu supportes plus quand ton bébé pleure. C'est-à-dire que tu es profondément noir dans ton état d'esprit. Là, tu peux avoir vraiment un écartement du couple parce que l'homme se dit « Mais attends, c'est pas la femme que j'ai connue. Avant, elle était drôle, elle était sympa. Maintenant, elle se douche plus, elle sent pas bon, elle a pris du poids. » Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un contexte qui change. Et je crois que la naissance d'un enfant, c'est vraiment un énorme test pour un couple, quand même. Ok. Et donc, je vous lance sur un truc. Est-ce que vous avez des solutions pour enfant accouchement césarienne et la mère qui ne peut pas allaiter? Donc, du coup, pas top départ pour le microbiote de l'enfant. Pourquoi une mère ne peut pas allaiter avec une césarienne? Non, je vous prends... Ah, pardon. C'est pas par cause de la césarienne. Je vous prends parce le scénario où ça, c'est une idée. C'est vrai que ça, c'est une idée. Le scénario où c'est plus difficile. Elle a accouché en césarienne et aussi elle a un problème qui fait... on s'en fout du problème, mais qui fait qu'elle ne peut pas allaiter. Donc, du coup... parce qu'en fait, le bébé, il va principalement faire hériter du microbiote de sa mère via la naissance par voie basse et le fait de téter sur la peau de sa maman et donc acquérir son microbiote sur le microbiote cutané de sa mère. Oui. Alors, dans ce cas, je pense que déjà, l'utilisation de probiotiques, c'est intéressant. De bien choisir le lait qu'on va donner, la qualité du lait qu'on va donner, de mettre des probiotiques très régulièrement et puis surtout de faire beaucoup de peau à peau avec ce bébé. Parce qu'en réalité, ton microbiote, tu t'ensemences avec ton microbiote, enfin le bébé s'ensemence. Oui, il peut quand même te lécher en fait. Même s'il ne t'aide pas le lait, en fait, il va lécher ta peau. Alors, il y a quand même un phénomène qui est encore assez mal connu au niveau de l'allaitement. C'est que, en fait, quand tu allaites, tu as une hyperperméabilité de l'intestin, c'est-à-dire que les cellules intestinales se dessoudent pour laisser passer les bactéries de la flore intestinale qui se retrouvent dans le lait maternel. Ouais. C'est-à-dire que quand tu allaites, tu ensemences ton bébé avec les bactéries de ta flore intestinale. Et ça, je trouve que c'est un phénomène, c'est absolument formidable de voir quelque chose comme ça. Et par contre, si tu fais du pot à pot, tu vas plutôt donner des bactéries cutanées et ce n'est pas tout à fait la même flore que la flore intestinale. Ouais. C'est pour ça que le pot à pot ne suffit pas, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas, c'est important de le faire, mais de donner des probiotiques aussi dans le biberon et puis de laisser quand même le bébé dans un environnement pas trop désinfecté. Alors, je ne dis pas qu'il doit traîner dans un environnement complètement sale, mais pas trop désinfecté, de l'emmener à la campagne, de le laisser toucher des animaux, de ne pas aseptiser son environnement. Parce qu'un bébé qui naît sans flore, c'est ce qui se passe quand un bébé naît par césarienne, par exemple, et qui n'est pas allaité, ça veut dire qu'il n'a pas de flore. Donc, en réalité, il doit créer sa flore. Il doit créer une flore diversifiée. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les flores les plus saines sont les flores les plus diversifiées. Donc, si le bébé touche un peu de terre là, un animal là, et puis que tu lui donnes des probiotiques, puis en même temps, tu lui fais plein de câlins, puis son papa lui fait plein de câlins, puis sa tati lui fait des câlins, finalement, tous ces contacts avec des flores différentes vont augmenter la diversité de sa flore et puis vont créer une flore de qualité. On pourrait lui mettre du kéfir dans son biberon, alors. Kéfir de lait, non? Il y aurait des bactéries. C'est un lait fermenté, en fait. Donc, et puis, en théorie, avec les bonnes bactéries, c'est lactobacilles, ce truc-là. Tu veux dire un kéfir qu'on ferait maison, par exemple? J'en sais rien. Parce que les kéfirs du commerce, ils sont stérilisés, non? En Suisse, en tout cas. Ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend. En magasin bio, tu as des kéfirs avec date de péremption et tout qui sont non stérilisés. Ok. Alors, en grande surface, j'imagine, évidemment. Mais bon, tout ce qui est en grande surface, bref. Mais et puis sinon, il y a des laits avec des probiotiques ou pas? Des laits pour les bébés ou Il y a des laits avec des probiotiques et des prébiotiques. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de diversifier les souches. Donc, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai tendance, si un bébé est né justement par césarienne, j'ai tendance à donner un lait, effectivement, peut-être avec des probiotiques ou non, et à faire des rotations de différents probiotiques pour bébé, en fait.
Et puis vraiment à conseiller la maman de ne pas aseptiser son bébé et puis de le laisser au contact d'un environnement Ça va être difficile justement, là encore, multibactérien. avec l'année très traumatique, l'hyperhygiénisme généralisé de l'année écoulée. C'est dangereux ce qu'on fait pour notre flore. C'est un message à passer parce que là, il y a du gel hydroalcoolique de partout. Le gel hydroalcoolique, si jamais, est aussi plein de perturbateurs endocriniens. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est énorme, effectivement. Ouais, donc, privilégiez plutôt le savon de Marseille, qui en plus... Vient de Marseille. Comme Didier Raoult. Non, mais non, mais privilégiez le savon de Marseille parce qu'en plus, le savon, si vous voulez, que ce soit le coronavirus ou les autres virus, souvent, ils ont en tout cas, le coronavirus, c'est son cas, ils ont une espèce d'enveloppe lipidique autour. Et les savons, la saponification, c'est ça fait péter les enveloppes lipidiques. Donc, ça détruit beaucoup plus efficacement un virus à enveloppe lipidique qu'un gel hydroalcoolique en réalité. Et tu n'as pas les perturbateurs endocriniens au passage. Excellent. Très bonne idée. Voilà. Une très bonne idée. On a fait le tour ou il y a encore des informations à donner? Bon, il y a des informations. S'il y a besoin de plus d'informations, peut-être que l'idéal, c'est que les gens aillent sur votre site. Évidemment, vous allez avoir tous les liens pour aller sur le site. En plus, le test, pour tester votre fertilité, vous pouvez faire en couple ou solo, juste par curiosité, comme moi. Vous pouvez aller sur le site, faire le test gratuitement. Et puis, je crois que justement, tu parlais tout à l'heure des compléments qui sont pleins de perturbateurs endocriniens. Je crois que justement, tu as créé une gamme de compléments qui sont, j'imagine, où tu as évité cet écueil des nanoparticules et des perturbateurs endocriniens. En fait, c'est vrai, quand on a créé les programmes, on s'est dit, mais quel complément alimentaire on met dedans? Et là, je crois qu'on a fait le tour du marché. Hein. Franchement, on a analysé mais tout dans les moindres détails. Et finalement, soit il n'y avait pas les molécules qu'on voulait, soit il y avait des nanoparticules. En gros, on n'a pas trouvé le produit qui nous convenait. Et du coup, effectivement, on a formulé une gamme qui s'appelle Nutrine. Et notamment un produit de préconception, des produits de préconception, un pour homme, un pour femme. Et voilà, donc on en parle effectivement sur notre site Fertiline, on en parle sur le site Nutrine aussi. Donc c'est Nutrine, la marque de compléments. Et moi, d'ailleurs, j'étais très intéressé parce que je crois que vous êtes les premières... Enfin, moi, je cherchais... Aux États-Unis, il y a beaucoup de marques qui proposent des méthylfolate et de la méthylcobalamine. Ici, il n'y en a pas en Europe. Je crois qu'il y a que. Mais non, il y en a pas parce qu'en fait, sur ces molécules-là, il y a un vrai problème de coût. Et ça, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on propose de l'acide folique, qui est très peu performant, parce que donc l'acide folique n'est pas utilisable, réellement bien utilisable, chez plus de 80% de la population. Donc, c'est-à-dire qu'on prend de l'acide folique en fait pour rien, en quelque sorte. Et donc, la forme utilisable et directement active, c'est le méthylfolate. Mais le méthylfolate coûte 500 fois plus cher à la production que l'acide folique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas tant de produits que ça avec du méthylfolate. Et ça, c'était une de nos priorités, d'assurer des produits avec du méthylfolate, de la méthylcobalamine, tout simplement parce qu'en termes d'efficacité, ce n'est pas la même chose. Je parlais de 80% pour la population générale, mais chez les couples infertiles, on est à plus de 89% de mutations sur le gène MTHFR, donc de personnes qui ne peuvent pas méthyler l'acide folique, donc qui ne peuvent pas l'utiliser. Et en sachant que cet acide folique est absolument crucial pour le développement embryonnaire, pour l'homme et pour la femme. Donc du coup, c'est vraiment essentiel d'avoir une complémentation qui soit efficace. Et peut-être la question aussi, c'est pourquoi se complémenter? Est-ce qu'on ne peut pas tout faire par la nutrition? Notamment par rapport au méthylfolate. En fait, l'alimentation n'offre pas de forme méthylée, tout simplement. L'alimentation offre de l'acide folique, offre de la vitamine B12 et on doit les méthyler. Donc, c'est vrai que chez les personnes... Vous rigolez, l'alimentation, elle doit pouvoir... tout doit pouvoir arriver par l'alimentation. Le problème, c'est surtout la rapidité. C'est-à-dire que les couples qui sont en infertilité ont besoin que ça aille rapidement. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, il faut faire un programme... je l'ai souvent parce que j'ai souvent des couples qui s'adressent à moi pour aller à l'étranger pour faire un traitement. Et je leur dis, écoutez, moi, je vous conseille vraiment de vous prendre 3 mois, parce que 3 mois dans votre vie, c'est pas énorme. Et puis, pour faire un programme Fertiline, et ensuite aller faire votre traitement, parce que vous allez le réussir mieux que si vous le faites pas avant. Les couples, 3 mois, pour eux, ça semble être une éternité. 3 mois, c'est 3 cycles. 3 cycles où il n'y aura pas de bébé à la fin du cycle. En fait, il faut réfléchir en termes de cycle. Comme ça qu'on réfléchit, en fait, quand on est infertile, pour l'avoir vécu. C'est-à-dire que chaque fois que les règles arrivent, on a l'impression que c'est une catastrophe. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme, voilà. Donc, en fait,
3 mois, c'est 3 cycles, donc 3 fois où il y a des règles. Et du coup, patienter 3 cycles donc, pour la nutrition, pour avoir tout ce qu'on a besoin pour être plus fertile, il faudrait presque 2 ans pour arriver à avoir toutes les micronutriments dont on a besoin. C'est vrai que c'est pour ça que nous, on propose toujours, évidemment, de travailler avec la nutrition. C'est la première source. C'est la base. Voilà. C'est la base. Mais on est obligé, pour aller un peu plus vite et pour avoir des choses en quantité suffisante, de faire une complémentation. Aussi, on a le problème, par exemple, des oméga 3. On peut dire aux gens de manger du poisson pour augmenter leurs oméga 3, mais le problème du poisson, c'est que il y a aussi des perturbateurs endocriniens. Donc en fait, c'est toujours voilà. Donc on peut pas leur dire manger plus de X poissons par semaine parce que sinon il y aura trop de métaux lourds. Donc du coup, il faut faire un petit peu voilà, on fait un petit peu des deux, un peu de poisson, un peu de complémentation. Le problème, c'est de corriger les déficits avec l'alimentation. Si tu as des déficits, en fait, souvent sur une première phase, tu dois passer par la complémentation pour les remonter et ensuite ton alimentation, elle te sert comme base d'équilibre en quelque sorte. Mais effectivement, il faudrait des années et des années pour corriger des déficits. Je pense que tu as déjà fait l'expérience chez des patients avec un déficit en fer, avec un déficit en zinc. Sur les vitamines du groupe B, tu peux, si tu essayes de revenir d'une carence naturellement, ça prend du temps. Il faut y aller, ouais, effectivement. Sur la vitamine D, impossible. Ouais. Sur le fer, très, très difficile. Ouais. Donc, en fait, oui, il y a quand même... On voit que c'est long, quoi. Ouais. Ok, magnifique. Et puis, du coup, écoutez, je vous remercie. À l'occasion, je vous ferai éventuellement revenir si on a d'autres... Avec plaisir. Trucs. À la limite, je pense que tu as un sujet genre grossesse, tout ce qu'il faut savoir pendant la grossesse ou comme ça peut être bien. Ouais. Et puis un sujet postpartum, quand on aura les postpartum, tu vois, ça, je pense que ça peut être pas mal parce que c'est vraiment des sujets importants. Ok, oui, je trouve très que bien. La grossesse, c'est un peu laissé de côté, quoi.